Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 22e journée de championnat de Ligue 1, McDonald's Saint-Etienne recevait dans un match capital le SCO d'Angers et résultat du match, 3 buts partout, un seul point donc partagé. Ça fait mal et on y reviendra avec Eric. Salut à toi Eric. Salut Marco, salut à tous et à tous. Et on fait un coucou à Olivier qui est bien malade et qui ne peut pas participer à cette émission. Je tiens à préciser que cette émission n'est pas en direct mais plutôt enregistrée en différé. Voilà, ce qui explique aussi que l'absence d'Olivier notamment, et le fait que la semaine dernière j'avais dit que je serais pas là, et oui en direct j'aurais pas pu être là, mais voilà en différé, et puis c'était tellement important de faire cette émission, cette analyse de cette rencontre de la 22e journée. Il fallait absolument, et j'ai tellement de choses à dire, et contrairement à d'habitude, voilà, on a voulu faire cette émission coup de tête. Eh ben, elle n'a jamais aussi bien porté son nom, coup de tête, tellement j'ai de choses à dire. Voilà, le football moderne, je crois que c'est pas mon truc. Je suis un petit peu dépité aujourd'hui. Déjà les deux précédentes, j'étais vraiment une tête de déconfite. Mais le sabordage autour du football et là plus précisément autour des Verts, ça commence à porter atteinte à ma santé. Donc il faut que ça sorte. Alors la première chose, c'est l'arbitrage avec il ose quand même donner 2 pénaux à l'équipe adverse au cours de cette rencontre. Le coup de coude de Abdelli en première mi-temps sur Masson qui donne simplement une faute, même pas un carton, alors qu'un certain Sissoko avait pris 7 matchs, dont 2 avec sursis. Incompréhensible. Là, je suis resté bouche bée devant le fait que le jeu reprenne là-dessus. Le temps additionnel qui est incompréhensible sur cette rencontre-là. Quand je vois un joueur du SCO d'Angers, Avellina, qui était au Puy, puis au Clermont Foot, donc déjà au Puy, un club partenaire de la SSE, et qu'il nous fait la misère sur les 2 rencontres lorsqu'on a joué Angers cette saison, et ben je suis triste, et puis ça dévoile l'incompétence des recruteurs, et voire des déciseurs, des décisionnaires. Quand tu vois Cardona qui en même pas 3 mi-temps prouve qu'il a non seulement le niveau Ligue 1, mais qu'il aurait pu évidemment, dès l'entame de cette saison, faire la différence, et on n'en serait pas là avec ce Cardona. Quand tu vois un coach qui ose mettre N'Guessan dès l'entame de match, alors qu'on joue notre maintien, je trouve ça de l'incompétence totale et du foutage de gueule. Quand tu vois Sissoko sur le banc, alors que si tu mets Sissoko, je suis persuadé qu'on gagne par 2 buts d'écart sur cette rencontre de samedi, mais persuadé comme plus que jamais. Et je reviens sur ces décisionnaires incompétents qui nous mènent à la dérive, de Casidis et autres présidents du club qui ont suivi le président de la Ligue, Monsieur Labrune, et qui emmène le foot vancé vers une impasse, complètement à la dérive. Je suis remonté, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je commençais par les coups de tête. Et Eric, je sais pas, ça t'a un petit peu troublé, j'en suis désolé, mais il fallait que ça sorte dès l'entame de cette émission. Donc on va revenir sur ce match entre Saint-Etienne et Angers de samedi, évidemment, avec le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Le coach stéphanois avait aligné le 11 suivant avec l'Arseneur capitaine et gardien. Le retour de Masson en latéral, Batubinsika Nadé dans charnière centrale, Petro latéral gauche, le milieu de terrain, Tardieu, Ekwa, Bouchouari, et devant Cardona, Stassin et
Guessant. Ce samedi, Geoffroy Guichard accueillait plus de 30 000 spectateurs pour la réception du SCO d'Angers. La SSE se saborde dès l'entame de match avec 2 buts encaissés en 17 minutes. Le premier, c'est un penalty suite à une faute de Batou Binsika sur l'ancien Pono à Lévina, qui tentait de prendre de vitesse notre stopper dans la surface de réparation. Abdelli transforme, ça fait 1-0. Le second but, le même à Lévina, déborde côté gauche en enrhumant toujours notre Badou Binsika pour la tête de Nian qui trouve la transversale et la main droite de l'Arseneur qui repousse dans les pieds d'Abdelli qui pousse le cuir au fond des filets. Ça fait 2-0 à la 17e minute de jeu. Les Verts frôlent la correctionnelle lorsque le coup de tête du même Gabonais à Lévina vient s'écraser sur le poteau droit de l'Arseneur quelques minutes plus tard à la 25e minute de jeu. Voilà. La SSE va prendre ça comme un signe du destin, puisqu'à la suite d'un corner donné par Florian Tardieu, c'est Cardona qui croise une tête au premier poteau et trompe Yaya Fofana pour réduire l'écart de buts à 1 à la 36e minute de jeu. Geoffroy Guichard donne de la voix et juste avant la pause, c'est Bouchoirie qui manque de peu d'égaliser en trouvant la barre. Mi-temps. Début de seconde période, le diable gabonais à Lévina est tout près d'inscrire le 3e but angevin après un joli centre et surtout entaché d'une main visible par tout le monde sauf par le corps arbitral. Un ouf de soulagement dans les travées de Geoffroy Guichard et les Verts au cours de cette seconde période sont plus entreprenants avec notamment l'entrée de David Tachvili qui remplace le fantomatique Nguessan. Et c'est Pierre Ecoua qui reprend du pied gauche une passe en retrait et remet les deux équipes à égalité à la 52e minute de jeu. Le chaudron s'emballe et à un peu plus d'un quart d'heure du terme, Cardona profite d'une touche rapidement jouée par Mouton pour reprendre un centre de David Tachvili et planter un nouveau but à la 74e minute de jeu, 3-2 en faveur des Stéphanois. Le stade Geoffroy Guichard est alors en fusion et pense tenir là une victoire qui peut totalement relancer la saison du club. C'était compté sans le temps additionnel. Bernauer prend le dessus sur El Melali dans la surface de réparation. En passant son bras devant le joueur, l'Angevin s'écroule. L'arbitre désigne le point de pénalty. Cruel, à 11 mètres, Dieng ne tremble pas et égalise sur le gong 3-3 à la 94e minute de jeu. Les Verts sont passés à 2 doigts de réaliser une jolie remontada à domicile, voilà, menés 2-0. Ils ont pu renverser, mais finalement, le sort, le destin en a décidé autrement. Monsieur l'arbitre en a décidé autrement. Un scénario donc très cruel pour les Verts dans ce match qui était si important et qui voulait renouer avec un succès après 6 matchs. Sans victoire, c'est bien triste tout ça, n'est-ce pas, Eric ? Tout à fait, Marco. Donc un match scénario cruel, tu viens de dire, complètement fou. 3 partout, c'est rare de voir ça. Il faut remonter à 10 ans pour retrouver trace d'un dernier 3-3 à Geoffroy Guichard. C'était face au RC Lens. Donc, que dire de ce match ? Que les Verts ont été plombés par une entame totalement manquée avec 2 buts encaissés en 10 minutes. Il y a une balle de 0-3 qui aurait tué le match, la tête sur le poteau d'Alevina. Ensuite, les Verts ont trouvé les ressources pour revenir dans la partie, même renverser la vapeur grâce à Yervin Cardona. Mais cette remontada a été gâchée dans le temps additionnel par un énième penalty, donc 12e et 13e penalty de la saison, record en cours. C'est incroyable, on pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, que dire d'autre ? Simplement, le spectateur lambda, lui, s'est pas ennuyé parce qu'il a vu 6 buts. C'est ce que j'avais vu également la semaine dernière du côté de Marseille. Il a assisté à pas mal d'occasions de part et d'autre, des tirs sur les montants. Mais le supporter stéphanois, lui, il est particulièrement frustré par la fin de rencontre où on laisse effectivement échapper 2 points très précieux. On se fait accrocher une nouvelle fois à domicile. Alors, on a pris 1 point par rapport au Havre et Montpellier, mais on voit Nantes s'échapper. Donc, 7e match de la saison de suite sans victoire. Et donc, que retenir de cette partie ? Est-ce que tu retiens, toi, plutôt le négatif, c'est-à-dire la frustration qu'ont ressenti tous les supporters stéphanois, ou bien est-ce que tu vois malgré tout du positif dans la remontée ? Est-ce que tu as un motif d'espoir pour la suite ? Au-delà des décisions arbitrales sur lesquelles on reviendra. Oui, mais ils sont tellement... on dépend de ça. J'ai du mal à retrouver de l'espoir. Il y a juste Cardona qui est en pleine bourre là, en 3 mi-temps, ce que j'ai dit tout à l'heure. En 3 mi-temps, il nous prouve qu'il peut faire la différence. Mais cette entame de match a été vraiment cruelle.
Voilà, cruel parce que on le connaît, Alevina, c'est un joueur très rapide, hein, comme ses confrères gabonais qu'on connaît bien à Geoffroy Guichard. Hein. Euh, Batou se fait avoir plusieurs fois. Alors, prendre un penalty au bout de 7 minutes, c'est ça 7 minutes de jeu, ça fait mal. Et encaisser ce deuxième but, toujours, donc j'ai dit avec ce Gabonais hein, qui fait la misère sur le côté, c'est vraiment triste. On attendait le retour de Masson. Moi, c'est pas de l'espoir que je vois quand ce joueur s'est fait dépasser tout au long de la rencontre et que simplement il n'a pas le niveau. Hein. Voilà, on attendait, oui, mais on n'a pas Masson. Voilà, on a Apia et Petro. Quand Masson reviendra, ça sera autre chose. Bon, ben, on l'a vu là, il est complètement dépassé et on voit très bien qu'il n'a pas le niveau et qu'on a toujours un souci des latéraux. Donc difficile de retrouver du positif, même on s'est fait bouger en milieu de terrain, un milieu de terrain qui a laissé de grandes ouvertures sur les côtés. Voilà, c'est comme le choix de notre coach Viking, c'est que les attaquants, les trois devant et les deux ailiers ne défendent très peu, d'accord, ne font pas obstruction au jeu de l'adversaire. Ça demande plus d'énergie défensive de notre milieu et ils sont complètement dépassés. Et on l'a vu au cours de cette première mi-temps. Ce qui retient avant tout, c'est la naïveté des défenseurs. Penalty concédé bêtement par Batou Mitsika sur Alevina, effectivement, qui avait fait preuve de beaucoup d'allant. On a aussi beaucoup d'attitude également à Abdelli, hein, j'ai trouvé, sachant que Le Paul était absent, il faut le rappeler quand même, c'est le meilleur buteur en G20. Donc les deux joueurs quand même nous ont mis la misère. Batou Mitsika sur le côté a eu beaucoup de difficultés, puis Masson aussi a déserté son couloir. Donc je te rejoins, donc il était en difficulté, nerveux comme souvent. Hein. Il est sorti, il a pris un jaune, et puis remplacé par Bernauer, dont on assiste au début, et malheureusement qui commet ce penalty, franchement... Ça dépend des stades, hein. C'est pas dans tous les stades qu'on aurait sifflé ce penalty. Je pense à ce moment du match. Si tu veux, il y a la même situation, on va dire, même plus flagrante. C'est Stassin face à Rennes, il y a très peu de temps, où voilà, ça paraissait plus évident et les arbitres, donc que ce soit ceux qui sont dans le bus ou ceux qui sont sur le terrain, ils ne décidaient pas de le siffler. Donc s'ils décident, tu te dis que les fois prochaines, tu ne le siffles pas. Si, c'est contre les Verts, donc tu le siffles. Donc c'est là que ça devient énervant et source de frustration parce que c'est à n'y rien y comprendre. Si un jour tu ne siffles pas, donc la même situation, tu siffles pas. Donc il n'y a pas de justesse. Et si tu n'as pas de justesse dans ce sport, tu fausses le jeu, tu fausses le classement. Et c'est ce qui arrive avec Saint-Etienne. Et j'ai parlé tout à l'heure du coup de coude d'Abdelli. Abdelli qui est un super joueur angevin, que ce soit au match aller ou au match retour. Il est omniprésent, c'est vraiment un super joueur. Mais il commet quand même l'irréparable, que ce soit volontaire ou involontaire, on s'en tape. C'est qu'il donne un coup de coude à Masson. Et que ça, c'est carton rouge direct et il n'y a pas à réfléchir. Et moi, j'ai pas besoin de revoir les images et j'ai pas revu les images, je l'ai vu en direct. Et c'est aberrant de ne pas le siffler, de ne pas le sortir le rouge à ce moment-là. On est bien d'accord, Eric? C'était juste avant la mi-temps, oui. Je comprends pas que même lui, il n'est pas sorti de rouge ou bien que la VAR, encore une fois, ne soit pas intervenu pour ce genre de geste très répréhensible. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Sissoko a été expulsé et lourdement suspendu pour beaucoup moins que ça. Voilà, tout est dit. Qu'est-ce que tu veux dire ? On peut rester au micro pendant des heures, faire toutes les émissions possibles, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et tu fausses complètement tout. Et on l'a vu encore cette journée de championnat, il y a eu beaucoup de rouges qui sont sortis, mais il y a certains rouges, je suis désolé, c'est beaucoup moins flagrant que ce coup de coude d'Abdelli sur Masson à ce moment-là. Ouais, premier penalty, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. Juste incriminer notre joueur qui manque de jugeote une nouvelle fois. Et puis après, il plonge, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens, ils sont roublards. Les joueurs, sur le premier, ils plongent carrément. Alors, effectivement, il le touche, on est d'accord. Voilà. Mais quand tu effleures d'un côté, tu donnes penalty. Mais quand c'est nous, qu'on est effleuré, on n'a pas penalty. Donc, on peut quand même se poser la question. Et ça fait des années qu'on le dit. Là, c'est flagrant. Et en plus, ça arrive le deuxième arrive dans les arrêts de jeu. C'est vraiment n'importe quoi. Sur un corner concédé bêtement par Batou Mitsika. Tout à fait.
Et puis le coup de coude, alors, c'était juste avant que Bouchoirie n'expédie sa frappe sur la barre. Parce qu'il aurait pu avoir un tournant dans ce match, hein, donc il y avait 2-0. Et Oui, je ne l'ai pas évoqué. Alevina, donc il met une tête sur le poteau, ça peut faire 3-0. Puis au retour des vestiaires, il rate une grosse occasion, Alevina, au point de pénalty. Oui, il y a un rebond juste avant. Mais il y a une main. Oui, c'est Capel. Oui, c'est l'occasion, il y a la main. C'est Capel, à la base. c'est qu'il y a une main, mais qui n'est pas signalée ni par l'arbitre de touche, ni par l'arbitre central, parce qu'il ne voit absolument rien. Mais il y a une main évidente. Alors moi, je suis au COP Sud, je la vois, elle est pile en face. Et tout le COP Sud réagit. Il dit, bon, ben, il y a main, là, c'est évident. Mais vraiment, tu vois la mimine qui pousse le ballon. Et tout allait bien. Hein. Tout allait bien. On a continué comme ça. Heureusement qu'on n'a pas pris ce troisième but. Ça faisait 3-1 à ce moment-là. Mais et il y a une situation aussi, une balle de 4-2 en faveur des Verts. C'est Davitashvili qui fait un petit crochet dans la surface de réparation suite à une contre-attaque stéphanoise et qui manque le cadre. Ça aurait pu être 4-2 à 5 minutes du terme de cette rencontre. Même Boaquier qui a un face-à-face. Malheureusement, Cardona était sorti juste avant. Ouais. Donc il a une occasion en toute fin de partie. Voilà, donc après, sur les choix du coach, on vient de parler de Davitashvili. C'était le choix fort, hein, de laisser le Géorgien sur le banc. Alors pourquoi pas pour le piquer son orgueil, c'était le cas, mais enfin mettre Nguessan à la place, voilà, je comprends pas non plus. C'est pas rendre service non plus à ce jeune, je trouve. Exactement. Voilà. C'est d'une bêtise totale. Bon, ça a fonctionné en deuxième mi-temps, il a été très bon, il amène 2 buts. Mais que dire de ce choix-là ? Je sais pas, je suis pas convaincu non plus. Les autres choix, donc le retour de Masson, on en a parlé, et puis il a maintenu Tardieu au milieu de terrain. Donc après, moi je trouve que les entrains avaient été bons, soit Davitashvili et puis Mouton, c'est également que j'ai trouvé intéressant. Son entrée a été intéressante. Et pourquoi tu sors Bouchoirie ? Alors, les gens dans le stade disent ouais, mais il est exténué, il n'en peut plus, il est épuisé, Bouchoirie. Mais je suis pas d'accord sur. Tu laisses Tardieu. Tardieu qui a fait son match. Il a fait du Tardieu. Voilà. Hein. Il a bien tiré les corners. Jusqu'à la fin. Oui, bon, pour une fois. À la fin, les 2 derniers qu'il a tirés, c'était pas ça, quoi. Mais effectivement, le but de Cardona, c'est bien centré et bien évalué pour la tête de notre avant-centre, de notre attaquant stéphanois. Ok. On va faire, on n'est que 2, donc on parle beaucoup. On va tout de suite. Tu parles beaucoup. Ouais. Enchaîner avec un titre musical émanant de la ville d'Angers. Ça sera le groupe Scuffles. Donc j'ai déjà passé, mais ils ont sorti d'autres titres récemment. Et là, c'est le titre À peine minuit. Vous allez voir, c'est rock électro et j'aime assez. Scuffles, À peine minuit. Scuffles, le groupe du Maine-et-Loire avec le titre À peine minuit. Voilà, chers auditeurs, vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. On revient avec ce match nul, 3 buts partout face au SCO d'Angers ce week-end. Donc frustrant. Eric, tu as des regrets, j'imagine, avec ce match si important, si capital ? Beaucoup, oui. Comme j'avais dit la semaine dernière, il fallait absolument prendre 3 points face au SCO d'Angers, sachant qu'il y a une réception compliquée qui arrive la semaine prochaine à Geoffroy Guichard nouveau avec la réception de l'OGC Nice qui est en pleine bourre. Donc ça faisait partie des matchs qu'il ne fallait pas rater. Et puis bon, l'entame de match cauchemardesque, 0-2. Alors on va dire qu'on a sauvé l'essentiel, on a sauvé les meubles, mais bon, ça ne suffit pas. Hein. Alors oui, la réaction stéphanoise fait plaisir, bien sûr, mais on a marqué 3 buts. Et en marquant 3 buts, on n'est pas capable de l'emporter. Donc ça, c'est très inquiétant, parce que les autres matchs, ça ne va pas être comme ça. Hein. Donc c'est très rare qu'on puisse marquer autant de buts puis renverser la vapeur comme on l'a fait là. Donc une belle réaction d'orgueil de la part de notre équipe. Et puis ça suffit pas, comme je disais tout à l'heure, c'était gâché, c'était plombé par un penalty. Donc oui, je suis très frustré. Alors je suis heureux d'avoir vu les Verts réagir enfin, parce qu'ils avaient la tête dans le seau et puis ça aurait pu très mal finir si on avait été mené 0-3. Je pense que ça serait très mal passé dans le stade. Donc là, il y a une belle réaction. Ils ont emmené le public avec eux. D'ailleurs, à la fin, il y a une belle communion malgré tout, malgré ce seul point
pris par les Verts. Donc ça reste une très mauvaise opération comptable. Mais voilà, il n'y a que faire maintenant, si ce n'est réagir, espérer que grâce à Cardona, qui a été l'homme fort de cette rencontre, et ben, pouvoir espérer des lendemains meilleurs. Mais en tout cas, moi, je suis très frustré par le scénario de cette rencontre et la fin en particulier. Comment peut-on expliquer cette entame complètement manquée des Stéphanois au-delà du 11 de départ? Comment tu peux expliquer le fait qu'on prenne l'eau Moi, c'est la faiblesse de la défense, tout simplement. Hein. Tu parles de tous les hommes qui composent cette défense, les 5, franchement. Larsonneur, alors le pauvre. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même qu'il sorte un penalty. La seule fois qu'il sort un penalty, il est repris, puis ça va au fond. C'était contre l'OM à Geoffroy Guichard. Donc, puis j'ai appris que le gardien qui arrêtait le plus de penalty, il a Saint-Etienne. C'est Maubleu, oui. Donc quasiment un penalty sur 3 repoussé par Maubleu. On va pas le faire rentrer à chaque fois qu'il y a un penalty. Hein. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Mais bon, voilà, donc... Et puis la défense, Tubinsika qui était catastrophique, qui a pris l'eau comme jamais. Bon, Nadé à côté, son pendant forcément, c'est un peu plus consistant, mais bon, Petro a retrouvé son côté gauche, il a fait ce qu'il a pu, il était vaillant. Et puis Masson, décevant, on en a parlé. Donc beaucoup de déceptions dans cette défense. On se demande comment on peut se maintenir avec une défense aussi friable. Mais écoute, je sais pas, moi je vois que ça. Après, manque de concentration, je pense pas. Après, en termes d'état d'esprit, il n'y a pas grand chose à reprocher les joueurs, mais ils sont tellement limités. Pourtant là, c'était la défense de Ligue 2 en fait. Qu'on a aligné, et puis on s'aperçoit qu'à l'échelon supérieur, ça c'est plus du tout la même chose, évidemment. En plus, Angers a joué sur des joueurs rapides qui font la différence grâce à leur rapidité, leur vitesse, et Alevina a été dans tous les bons coups des occasions angevines. Et on n'a pas de joueurs aussi rapides. Et il y a un Nice qui, dans quelques jours, qui va venir à Geoffroy Guichard. Et je pense à certains joueurs niçois qui vont 2 fois plus vite que nos latéraux. Et ça je crains le pire. Donc, comment peut-on contrer ce genre de joueurs capables de prendre 2 mètres sur une course de 10 mètres, quoi. Donc c'est compliqué. S'ils font la différence en vitesse et que ta charnière centrale est mal placée, ça pose énormément de soucis. Est-ce qu'il faut redescendre un petit peu les 3 milieux de terrain pour contrer ça ? Sûrement. Faire reculer comme ça s'est passé à un moment donné. Ça fonctionnait pas mal. Après, peut-être que la charnière va changer. Elle va changer automatiquement au Havre, puisque Tubinsika, qui a encore pris un jaune, sera suspendu. Donc sûrement que Bernauer va intégrer l'axe. D'ailleurs, on a assisté au début de Bernauer. Ouais. Il a joué simple, ce qu'il a fait, il a plutôt bien fait, jusqu'au penalty. J'ai bien observé son jeu. Franchement, il n'y a pas de fioriture, mais c'était propre, j'ai trouvé, sur le côté droit, à la place de Masson. Et puis malheureusement, c'est lui qui commet cette faute irréparable qui provoque le penalty. Alors, quand tu revois la faute, on va revenir sur les penalties. Et le dernier, c'est que donc l'autre, en fin de compte, c'est ce que je dis, il est roublard, tout simplement. Il est malhonnête, il tombe parce que il est accroché par le bras droit de Bernauer. Hein. C'est pas un pied ou quoi que ce soit, hein, c'est le bras droit. Hein. J'ai regardé les images au ralenti, puisque au stade, effectivement, ça se passe très vite. J'ai trouvé ça très sévère, sur le moment. Voilà, sur le moment, je dis mais c'est pas possible. Puis quand tu regardes les images, la vidéo, effectivement, c'est sévère. Et puis à chaque fois, cette tendance, en plus du penalty, de mettre un carton jaune systématiquement. Ouais. Tubinsika a pris un jaune sur le penalty et Bernauer a pris un jaune sur le penalty. Ouais. Après, est-ce que le fait qu'il se dirige vers l'arbitre, ou je sais pas, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est pas étrange. On est tellement habitué à Saint-Etienne de subir ces décisions arbitrales. Mais sur l'ensemble du match, une fois de plus, on se fait avoir, quoi. On se fait léser par ces décisions-là. Hein. C'est vraiment, 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 vraiment dommage. Ok, on va revenir sur le 11 de départ quand même. Eric, c'est la titularisation de N'Guessan qui est quand même, je trouve ça hallucinant de le mettre dès l'entame de jeu, surtout à la place de Davitashvili, Boakier et Sissoko. Tu as quand même ces 3 joueurs-là qui ont prouvé
à différents moments qu'ils avaient les capacités d'apporter offensivement. N'Guessan n'a toujours rien montré depuis que le Viking l'a mis dans le groupe stéphanois. Et là, il le titularise dans un match, mais capital. Il le met et tout va bien. Tout ça, alors, soi-disant, c'est qu'il se débrouille bien à l'entraînement. Ouais. Foutage de gueule. C'est l'argument qu'il a à chaque fois. Il avait déjà titularisé une fois N'Guessan à Geoffroy Guichard. Là, je pense que dans son esprit... il ne pouvait pas mettre d'autres joueurs parce que pour lui, Boaquier joue à droite, comme Cardona. Donc à partir du moment où il met Cardona à droite, ça ne peut pas être Boaquier. Sissoko, c'est dans l'axe. Donc là, il y a Stassin. Donc après, couloir gauche, s'il ne met pas Davitashvili, pour lui, c'est N'Guessan, dans son esprit. Tout simplement, je pense que c'est ça. Hein. Et il a voulu piquer donc Davitashvili. On lui a reproché d'être individualiste. Bon, ben là, quand il est rentré, il avait fait preuve de... Il était très collectif. Et puis à l'origine de 2 buts. Oui, exactement. Il est à l'origine de 2 buts. C'est le seul qui a accéléré. On parlait d'accélération. Mais il y a accéléré. Il y a une telle différence, avec N'Guessan qui a été complètement paumé au cours de cette première mi-temps. Pauvre, il a perdu tous les ballons. Il n'y a pas une bonne passe, il n'y a rien. Et il a continué, Horneland, à le garder pendant toute la première mi-temps. Moi, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ce genre de choses. Alors déjà qu'il met pas mon Sissoko, et en plus, il met le jeune. J'ai dit, mais il le fait exprès, quoi. C'est voulu de sa part qu'on prenne aucun point. Je saisis plus. Je ne saisis plus. En tout cas, moi, je me pose cette question. Est-ce qu'il ne le fait pas exprès ? Sérieux. Et je me pose des questions sur ses capacités. Alors oui, effectivement, on a plus de jeux que Dalloglio. On a plus de spectacles et ça, pour ça, bravo. Mais j'ai vraiment du mal avec ses choix et sa façon parfois de réagir par rapport aux prestations de l'adversaire qui sont inexistantes. Ça me rappelle un certain Batles aussi qui faisait... qui ne voyait pas en fin de compte le match qu'on voyait tout simplement. Après peut-être qu'il pourrait refaire descendre des joueurs et puis mettre Cardona et Stassin simplement devant. Ça pourrait pas être mal. Sachant que quand Benol va rentrer, il y aura un autre problème qui va se poser, hein, puisque Benol aussi c'est le même secteur de jeu que Cardona et Boaquier. Et Cardona maintenant est indiscutable. Donc j'espère que ça il l'a compris. Au moins là il était titularisé. Il faut rappeler qu'à Marseille c'était pas le cas. Il avait fait une belle rentrée. C'est le meilleur Stéphanois au Vélodrome. Et puis là, il a confirmé avec 2 buts face au SCO d'Angers. C'était exactement ce qui s'était passé la saison dernière. Il avait débloqué son compteur face au SCO d'Angers. C'était à l'extérieur. Il avait mis un doublé. Et là, c'était le cas une nouvelle fois. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les verres à moitié vides, Eric. Batou Binsika. Ah oui, évidemment, puisque les 2 premiers buts du SCO sont pour lui. Donc avec le penalty, puis la première incursion angevine. Et puis un duel perdu face à Levina, qui a profité à Abdelli, donc souvent dépassé, et puis un placement approximatif de la part de Batou Binsika. N'Guessan, tu viens d'en parler, donc titularisé à la surprise générale sur le flanc gauche, et qui a été bien trop léger, bien trop tendre pour apporter ce qu'on attendait de lui, sachant encore une fois que ce n'est pas un ailier non plus. Lui, il a l'habitude de jouer dans l'axe, dans les équipes de jeunes, donc ça fait plusieurs fois que le coach l'aligne sur un côté, c'est pas forcément lui rendre service, encore une fois. Puis Masson, on en a parlé tout à l'heure, dont le retour n'a pas été pour moi concluant. Écoute, c'est exactement les mêmes pour moi. Je vais rester là-dessus. Je te rejoindrai sur l'Arseneur, tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai que quand tu prends 13 pénaltys et que tu en sauves, on va dire, un moitié, puisque c'était repoussé dans les pieds du Phocéen lorsqu'il avait... Il était pas loin sur le dernier, mais bon, malheureusement. Mais bon, je m'arrête là-dessus. Le pauvre Larsonneur aussi, il est quand même sollicité assez souvent. Les verres à moitié plein. Irvine Cardona, forcément. Donc grâce à qui on a renversé la vapeur qui est sortie sous les ovations de Geoffroy Guichard. Il y a un lien particulier entre le stade et ce joueur. Donc quel dommage de ne pas l'avoir eu depuis le début de saison, comme tu l'as mentionné au départ de l'émission. Davitashvili pour sa très belle entrée en jeu. Donc il a démarré sur le banc et puis il fait une super entrée. Il s'est montré collectif avec 2 passes décisives. Et puis Mouton, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai bien aimé son entrée également, pleine d'agressivité, pleine d'envie. Ouais.
Et moi, j'ai beaucoup aimé enfin Ekwa qui frappe en dehors de la surface de réparation. Ce qu'ils faisaient en Angleterre. Et ce qu'il faisait en Angleterre, voilà, moi j'avais vu des vidéos où on le voyait quand même tenter pas mal de fois. C'était pas trop le cas depuis le début de saison et il a pas trop tenté, hein, peut-être une ou deux fois. Et là, ça a fait mouche et donc bravo à lui. Il peut avoir un très bon pied gauche face au but. Donc, et sinon, je te rejoins évidemment Cardona qui est au-dessus du lot et techniquement, tu vois, il y en a qui disaient est-ce qu'il a le niveau de la Ligue 1 ? Bah, évidemment qu'il a le niveau de la Ligue 1. Quoi. Il y a un sacré jeu de tête, Évidemment. encore une fois. Ouais, mais techniquement, tu fait vois ça qu'il est spécial. au-dessus du lot, quoi. Ouais. Alors effectivement, il a un jeu de tête, mais même balle au pied, même si au début du match, il s'est un petit peu envoyé dans les dribbles, mais on première voit qu'il est mi-temps, au-dessus. 4 tirs cadrés. Ouais. C'est très rare. Ouais. Quel dommage, comme tu dis, de pas l'avoir eu dès le mois d'août. C'est incompréhensible, ça. Enfin, on va passer peut-être à un deuxième morceau musical qui vient donc de Maine-et-Loire. Ça sera des anciens membres du groupe Suggs. Ce groupe, c'est Lane avec le titre Goal Line. La Goal Line, signée du groupe angevin Lane dans l'émission Coup de tête. Donc on revient avec l'actualité footballistique des Verts et plus précisément, on va enchaîner avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. L'agenda avec un nouveau match à domicile qui se profile, puisque c'est une des particularités de ce calendrier. Donc effectivement, on a préféré le calendrier d'avant, puisque là on reçoit 2 fois, et puis on va se déplacer 2 fois de suite, du côté du Havre et Montpellier, c'est quand même très particulier. Donc samedi 1er mars à 17h, l'ASS reçoit l'OGC Nice, un gros morceau évidemment, puisque les Aiglons sont 3e de Ligue 1 et restent sur un bilan de 4 victoires et 1 nul. Éliminés de la Ligue Europa, où ils ont fini avant-dernier, éliminés également de la Coupe de France par Saint-Brieuc, futur adversaire du PSG. Les hommes de Franck Hez, qui sera suspendu à Geoffroy Guichard, misent tout sur le championnat pour retrouver l'Europe. C'est une formation qui joue invariablement en 3-4-2-1 et qui dispose en Guessant et Laborde de 2 joueurs qui ont mis 9 buts chacun. Un match compliqué en perspective face à ce rival qui, lors de ses 2 dernières visites dans le Chaudron, l'a emporté en inscrivant 3 buts et qui, évidemment, nous a humiliés comme jamais à l'aller avec un 8-0 que les supporters ne digéreront jamais. Alors, averti face à Angers, Batou Binsika sera présent, mais par contre suspendu, comme je l'ai dit, pour le déplacement au Havre. Il y a 4 joueurs qui restent sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton jaune. Il s'agit d'Ekwa, de Boakier, de Sissoko et de Stassin. Et puis à l'heure qu'il est, puisqu'on enregistre l'émission, je ne peux pas vous communiquer le nom de l'arbitre. Oui, exact, c'est pas tombé encore. Oui, effectivement, le match aller, il reste en travers de la gorge. Hein. Effectivement, il va falloir passer outre cette déconvenue et faire bonne figure face à plus fort que nous. Hein. On est bien d'accord, tu l'as dit. Et moi, je l'ai dit au cours de l'émission, hein, ils ont des attaquants qui sont très rapides. Guessant, Laborde qui est quand même affûté. Ça va être compliqué. Mais on l'a dit la semaine précédente, sur les 4 prochains matchs, il faut minimum 9 points. Pensant bien sûr qu'on aurait empoché les 3 points la semaine précédente, le week-end précédent. Et ben là, on n'a pris qu'un seul point.
il faut viser évidemment la victoire, hein. Sur un match de foot, normalement, tout est possible. Donc, on va se déplacer à Geoffroy Guichard avec l'espoir de pouvoir une victoire stéphanoise et pas de pénalty infligé à nos défenseurs. Je sais pas, on verra quoi. Les prochains adversaires en chaudron, hein, c'est du lourd. Hein. Donc là, en dehors de Nice, après, ce sera le PSG, Brest qui est également européen, Lyon, Monaco. Donc, il va falloir prendre les points. Hein. Donc tout le monde fait des exploits, donc pourquoi pas nous, à un moment donné, il va falloir qu'on s'y mette aussi, hein, qu'on fasse une performance face à un gros. Nice est troisième, c'est un des épouvantails de ce championnat pour l'instant, donc écoute. Le plus tôt possible, on est bien d'accord. Ouais. Donc 17h, Geoffroy Guichard, ce samedi, cher auditeur. Ok, pour l'agenda, on va enchaîner avec les coups de cœur, si tu veux. Mm-hmm. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Sans grande surprise, coup de cœur pour Irvine Cardona, qui a été l'an passé l'homme de la remontée, qui j'espère sera cette année celui du maintien. Donc Cardona qui a réalisé un doublé, qui a remis les Verts en selle et qui a été à juste titre, qui figure parmi l'équipe type de la journée. Donc on espère de nouvelles belles performances de notre attaquant, et puis un coup de cœur pour la réserve qui, comme à l'aller, a battu l'OL grâce à un but de Fall à la 94e minute. Donc sacrée performance quand même de l'emporter ainsi à Lyon face à un rival jusqu'alors invaincu. Cette victoire permet aux hommes de Razik Neder de s'éloigner de la zone rouge. Ok, merci. J'ai beaucoup aimé Geoffroy Guichard, parce que moi, ça faisait longtemps que j'étais privé. En tant qu'abonné COP Sud, c'était compliqué de se rendre à Geoffroy Guichard. Alors, quand c'est pas les interdictions, ça peut être la neige qui m'empêche d'aller voir mes protégés verts. Et surtout avec le match auquel on a assisté, effectivement, Geoffroy Guichard, en deuxième période, était en pleine fusion. Et c'est complètement magique, ce stade quand même. C'est unique. Moi, c'est simplement unique. Ouais. Effectivement, d'autres contextes, il n'y a pas beaucoup de stades comme celui-ci quand même en France. Peut-être le Parc des Princes lors des grandes journées, mais j'en connais pas 36. Des stades comme celui-ci avec un public quand même énorme. J'ai beaucoup aimé le but en dehors de la surface, parce que depuis le début de saison, moi je vois que celui-ci, hein, en dehors de la surface, et il n'y en a pas 36. Même Cafaro, qui est tenté souvent de loin, c'était l'année dernière, mais cette année, le but qu'il marque, c'est dans la surface. Boitier, qui était juste à la limite. contre Nantes. Contre Nantes, ouais. Qui égalise en toute fin de rencontre. Et au cours de cette journée de championnat, j'ai beaucoup aimé le ciseau retourné un but toulousain, quoi, de l'attaquant toulousain, qui fait un ciseau acrobatique. Donc c'est un geste de pur génie, et ça c'est très très beau, et c'est tant mieux. Et merci à eux d'avoir gagné au Havre. Hein. Une nouvelle fois, on a été sauvés. Montpellier et Le Havre qui perdent. Et Le Havre qui perdent. Voilà, ça nous reste toujours cette place de barragiste, cette place de 16e. On enchaîne avec les coups de tête. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai commencé par mes coups de tête, mais j'en ai toujours sous la main. Ne t'inquiète pas, Eric. Je ne m'inquiète pas. Ça va le faire. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête, malgré notre remontada pour les 2 points dilapidés dans le temps additionnel, dans un match où il fallait absolument gagner. Un coup de tête pour la naïveté de nos défenseurs qui ont encore concédé 2 pénaltys stupides, donc 12e et 13e encaissés, record en cours. Et puis un coup de tête pour Pablo Longoria, le président marseillais, qui s'est plaint au CER de l'arbitrage, mais en parlant de corruption. Alors ce monsieur ne semble pas bien connaître l'histoire du club qu'il dirige, car si dans les années 90, l'OM de Bernard Tapie a remporté tant de succès, c'est justement en ayant recours à la corruption des adversaires, corruption des arbitres, corruption des instances. Donc soit il a une profonde méconnaissance du football, soit il a la mémoire courte, en tout cas, qu'il arrête de chouiner, car c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, mais moi je le dis que les matchs sont quand même pas arbitrés de façon juste.
Enfin, l'OM qui parle de corruption. Mais de là à parler de corruption, je sais pas, mais en tout cas, on peut se poser la question. Et je te rappelle que la corruption, il y en a dans tous les championnats européens. On a tous connu ça, que ce soit dans le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat allemand, championnat en Angleterre aussi, dans les années 80. Et nous, en tant que bons Français, on dit non, nous on est juste. Mais non, ça existe bien sûr dans nos frontières et dans notre championnat. Donc, je peux comprendre sa colère, sa réaction. Donc, voilà, moi j'entends la colère de ce président de ce club que je n'aime pas du tout, mais c'est comme ça. Coup de tête pour moi, je vais citer Stassin. Et je vais enchaîner sur, bien sûr, celui qui est resté sur le banc, sur Sissoko. Et j'ai commencé l'émission en disant, moi, je suis persuadé que Sissoko, tu le mets à la place de Stassin, on le gagne facilement. Cette rencontre, je vais l'expliquer. C'est que Sissoko a un rôle de pivot et qui peut apporter énormément et qu'on peut vraiment franchir plusieurs mètres dans le camp adverse grâce à ce joueur. On aurait pu créer plus de déviations. Et sur la rencontre auquel j'ai assisté samedi, Stassin comme N'Guessan ont été fantomatiques et Stassin a presque tout loupé, sauf une déviation sur un côté. Il était sur le côté droit à un moment donné. Il fait presque un 1-2, mais sinon, il a pas été bon du tout pendant toute la rencontre. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Je trouve un peu sévère. Sur problème de cette Stassin, rencontre. Ouais, le problème de Stassin, c'est qu'il est jamais en position de frappe. Donc c'est quand même très gênant pour un attaquant de pointe. Après, dans la conservation de balle, en le jouant en pivot, je trouve plutôt intéressant. Mais j'aimerais aussi voir Sissoko. Mais malheureusement, je suis convaincu qu'on verra pas Sissoko. Alors oui, pourquoi ça j'ai du mal à l'accepter parce que c'est un joueur qui marque, Sissoko. C'est un joueur qui fait marquer les autres. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu face au match face à Auxerre. Voilà, il était omniprésent et je l'avais dit dans l'émission. J'ai dit mais il y avait un Ben Holt encore à l'époque. J'ai dit ces trois attaquants, mais c'est un pur régal de les voir ensemble quand ils arrivent à se trouver. Et voilà, alors c'est sûr qu'on a changé d'entraîneur, mais moi je suis persuadé que tu mets Sissoko, tu le gagnes, mais finger in the noise, cette rencontre-là face à Angers. Quand l'autre fois il fait rentrer N'Guessan plutôt que Sissoko, c'est très révélateur. C'est très révélateur, mais ça veut tout dire. Oui. Est-ce que lui, il veut se maintenir ou pas ? Mais qu'ils nous disent pas qu'il joue le maintien, alors qu'il a les joueurs pour faire la différence et qu'il met ceux qui sont moins bons, tout simplement. Donc je suis déçu, effectivement, que Sissoko il tire le banc et que Stassin et N'Guessan passent avant. C'est comme ça. Après, on en reparlera bien sûr dans les émissions prochaines, mais on joue le maintien, c'est-à-dire la 15e place. Mais avec ce qui s'est passé cette semaine, avec les diffuseurs, la guéguerre entre les diffuseurs et la LFP, si ça se trouve, il y aura certains clubs qui vont déposer le bilan à la fin de la saison et qui profitera à certains clubs de se maintenir. Il y a peut-être ça qu'il ne faut pas négliger. Ça peut arriver, après on ne souhaite pas se maintenir comme ça évidemment. Ah bien sûr, mais ce serait dramatique pour les autres clubs. Ça risque de jouer à un moment donné. Voilà, c'est l'actualité footballistique qui peut changer aussi la donne. Mais c'est sûr, c'est pas sportif. Bon, on se retrouve prochainement dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine ça va être compliqué, moi je serai absent et Olivier, est-ce qu'il sera remis, on n'en sait rien. En tout cas, samedi, Saint-Etienne reçoit l'OGC Nice à 17h à Geoffroy Guichard. Allez les Verts et à très bientôt sur les antennes de FM 43. Ciao ciao. Bonne semaine, allez les Verts. Allez les Verts.